Bonjour, bonjour, bienvenue à tous et toutes. Voilà, donc bienvenue sur ce webinaire dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Donc, je suis Valérie Sausson, j'interviens, je suis consultante en développement professionnel au sein de l'APEC. Donc, ces semaines de l'évolution professionnelle sont co-organisées donc avec différents acteurs du conseil en évolution professionnelle, hein, donc l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antena RH Force, Axis Martinique, et donc en association avec nos partenaires nationaux et régionaux. Ah, quelqu'un ne m'entend pas. Est-ce que c'est... Donc pour les personnes qui ont des petits problèmes de connexion avant que je démarre, je vous propose de vous déconnecter, de vous reconnecter. Si vous avez un problème d'affichage, si vous voyez mal le document partagé, si vous m'entendez. Alors, est-ce que j'ai vu qu'une personne ne m'entendait pas? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? OK, son et image. Bon, c'est parfait. Alors, donc, quelques règles et consignes. Donc, je viens de vous les préciser. Si vous avez des problèmes de connexion, de son, n'hésitez pas à vous déconnecter, vous reconnecter. Vous avez la possibilité, tout au long de ce webinaire, de poser vos questions via le chat. Donc, utilisez bien, il y a deux petits onglets qui vont s'afficher sur votre écran, l'onglet questions et l'onglet chat. Donc, échangez plutôt, partagez vos questions plutôt via le chat. Sur le chat, vous aurez également la possibilité, quand une personne pose des questions, et pour éviter qu'elles apparaissent de façon répétée, vous pouvez cliquer sur les questions déjà posées, ce qui les fera remonter lorsque vous cliquez dessus. Donc, pour info, vous n'aurez pas accès au support que je vous présente là, mais le replay sera disponible à la fin des semaines de l'évolution professionnelle. Voilà, donc petite précision aussi sur le type de questions que vous posez. Vous êtes nombreux à participer à ce webinaire, donc nous ne pourrons pas bien sûr répondre à toutes les situations, aux questions qui visent à répondre à des situations personnelles, mais n'hésitez pas à peut-être formuler des demandes de précision ou de points que vous souhaiteriez que l'on réaborde. Il y aura à la fin de ce webinaire un temps de questions et réponses. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à les formuler au fil de l'eau et nous y reviendrons à la fin. Donc, je vous ai déjà présenté les semaines de l'évolution professionnelle, hein, donc un événement 100% digital, gratuit et accessible à tous, comme le conseil en évolution professionnelle, mais je vous repréciserai à la fin l'intérêt du conseil en évolution professionnelle. Donc, nous sommes ici pour échanger ensemble sur comment je gère ma carrière au-delà de 50 ans. Donc, nous verrons différents points, notamment ce qu'est un senior. Nous verrons aussi les principaux atouts des seniors. Hein. Nous nous appuyons notamment sur les études de l'APEC et nous repréciserons dans le chat le lien vers ces études. Nous verrons également les stéréotypes que peuvent avoir les recruteurs sur les seniors. Mais effectivement, peut-être face aux difficultés que peuvent rencontrer les seniors dans leur recherche d'emploi, nous verrons qu'il y a des leviers à mobiliser. Nous verrons plus précisément lesquels. Donc, et puis je vous préciserai, comme je le disais à l'instant, ce qu'est le conseil en évolution professionnelle. Ça fait partie des leviers à mobiliser. Et je vous donnerai quelques précisions sur ce que nous pouvons faire dans ce cadre-là. Alors, nous allons commencer par la définition d'un senior. Donc, c'est quoi un senior? Donc, effectivement, il n'y a pas d'âge type du senior. Dans les études de l'APEC, d'ailleurs, vous verrez, on parle souvent du senior, on prend comme âge repère l'âge de 50 ans dans les statistiques et dans un certain nombre de politiques publiques. Parfois, certaines études montent jusqu'à 55 ans, hein, c'est une entrée dans le dernier quart de carrière, les 10 dernières années. Mais dans le monde du travail, effectivement, en entreprise, on est senior à partir de 45 ans.
Donc, quand on est en recherche d'emploi, enfin, toutes les études, hein, c'est plutôt à partir de 50 ans. Et même si, effectivement, il peut y avoir des mesures spécifiques de politique de l'emploi pour les cadres, notamment demandeurs d'emploi, à partir de 57 ans. Hein, donc, ça peut être une prolongation de la durée des droits, par exemple, qui ne va pas être de 24 mois, mais au-delà, d'ailleurs. Et puis, ça peut être aussi des mesures telles que le CDD senior, ou des aides des aides supplémentaires dans le cadre du contrat de qualification. Voilà. Et donc, mais effectivement, enfin en tout cas, ce que l'on constate, effectivement, souvent les études seniors peuvent aussi se focaliser sur différentes tranches d'âge, hein, celle de 55 ans et celle de 60 ans et plus. À 60 ans, il nous reste encore quelques années à travailler, hein, donc on ne vit pas forcément le côté senior de la même façon quand on a 50 ans ou lorsqu'on a 60 ans et plus, et lorsqu'on est en recherche d'un emploi. Donc, voilà pour la définition du profil senior. Sinon, alors, les cadres seniors. Donc là, c'est issu d'une étude APEC sur les atouts des cadres seniors qui date de 2021. Et donc, ici, en fait, on a interrogé les entreprises sur les atouts des cadres seniors au sein d'une équipe et ce qu'ils apportent notamment plus fortement par rapport à des cadres plus jeunes. Donc, les cadres seniors sont reconnus pour leur expérience des cas et des situations possibles par 25% des managers interrogés. Hein, donc, c'était des managers qui encadraient au moins un cadre senior. Donc, ils ont, au regard de leur expérience, d'ailleurs, on va plutôt parler de cadres expérimentés plutôt que de cadres seniors souvent. Et donc, ce qui est apprécié, c'est leur capacité à traiter des situations possibles. Ils peuvent s'appuyer sur les différents contextes dans lesquels ils ont travaillé, les différentes problématiques qu'ils ont pu traiter tout au long de leur carrière. Voilà, donc ça, c'est le premier critère pour lesquels ils sont reconnus. Ensuite, ils sont reconnus pour leur expertise technique sur les métiers par 20% des managers. Donc ça, ce sont les premiers points sur lesquels ils seront reconnus. Donc leur capacité, effectivement, à maîtriser un domaine qu'ils ont expérimenté tout au long de leur parcours. Et aussi, donc, à travers cela, aussi la capacité à transmettre ces compétences techniques au sein d'une équipe et peut-être à gérer des situations techniques plus complexes. En tout cas, avoir une vision plus globale, une hauteur de vue sur ces problématiques techniques. Ensuite, ils sont reconnus aussi pour leur connaissance des clients, des fournisseurs, des partenaires et leur capacité à gérer les relations avec ces différents acteurs. Ils sont également reconnus pour la connaissance des rouages internes de l'entreprise, ce qui fait partie aussi de la capacité à communiquer avec les différents acteurs au sein de l'entreprise, à comprendre les différents circuits de décision au sein de l'entreprise. Ils sont reconnus pour leurs compétences relationnelles par 14% des managers. Et enfin, quand ils sont en poste, par leur connaissance de l'historique de l'organisation et de son activité. Ça, ce n'est pas le critère primordial. Néanmoins, ils peuvent effectivement avoir des références antérieures. Et souvent, ce qu'on attend d'eux, ce n'est pas de rester appuyé uniquement sur ces références antérieures, mais plutôt sur la capacité à s'adapter et à se projeter au sein de l'entreprise. Donc, ils sont reconnus également pour leur maturité. Donc, selon les managers, les cadres seniors sont en général davantage aptes à transmettre des compétences. Ça, c'est le premier critère pour 51% des managers. Donc, davantage aptes ou autant aptes. D'ailleurs, on peut voir que globalement, en fonction des différents critères, c'est la petite partie qui paraît en rouge, ils ne sont pas moins reconnus, dans 3% ou 4% des cas, comme moins aptes à réaliser telle ou telle tâche. Donc, le premier point, c'est ça. Ils sont aussi reconnus pour leur capacité à désamorcer un conflit, à ne pas, généralement, ils ne recherchent pas le conflit, au contraire, ils cherchent à créer une cohésion au sein des équipes. Donc, ils sont reconnus pour ça. Ils sont reconnus pour leur capacité à prendre des décisions
alors davantage aptes ou autant aptes à prendre des décisions, à évaluer la difficulté et le temps d'une tâche. Ils sont reconnus également pour leur capacité à piloter un projet, et puis pour entretenir des relations avec un client. Donc, voilà donc les différents points pour lesquels ils sont reconnus. Alors après, ils sont également reconnus pour leur prise de recul et leur posture relationnelle. Ils sont généralement sortis d'une logique de pouvoir et de compétition, ce qui leur confère une place à part au sein de l'organisation. Donc, ils sont 74% de cadres seniors qui ne se sentent pas en concurrence avec leurs collègues cadres, notamment les plus jeunes. Et les conflits intergénérationnels sont d'ailleurs inexistants ou rares pour 6 managers sur 10. Voilà. Parfois même, ils peuvent être décrits comme une bouffée d'oxygène par leurs collègues et leurs managers, qui les décrivent comme à l'écoute des plus jeunes, qui n'hésitent pas à aider pour transmettre leur savoir, comme je vous précisais tout à l'heure. Donc, finalement, ils peuvent être à même, par exemple, de soulager un manager sur une partie de sa tâche, de son activité de formation de nouveaux arrivants, par exemple. Ils peuvent aussi faciliter l'intégration de jeunes générations au sein d'un service. Ils peuvent aussi être facilitants sur le développement d'un réseau professionnel. Ils peuvent même parfois endosser un rôle d'interface entre le management et les ressources humaines d'un côté et les salariés de l'autre. Voilà, donc vraiment ce qui est apprécié des recruteurs, et c'est ce que cherchent aussi à identifier les recruteurs, c'est toute la mise en valeur des soft skills, donc des compétences qui ne sont ni techniques, ni des connaissances pures, mais tout ce qui relève vraiment du savoir-être. Donc ce sont vraiment ça des compétences et des compétences à valoriser. Donc ils peuvent être par exemple capables de gérer leurs émotions, de bien travailler en équipe transverse. Ils peuvent avoir de la confiance en soi. Donc tout ça, ça va les aider à contribuer à mieux gérer leur activité et aussi à une meilleure cohésion au sein de l'équipe. Voilà, donc ce sont vraiment des points sur lesquels vous pouvez argumenter à travers vos candidatures, vos CV et puis surtout à l'entretien. Donc les seniors sont aussi reconnus pour leur rôle de régulateur dans les relations sociales. Ils ont un côté bienveillant, donc loin des rivalités, ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, ils sont reconnus pour leur enthousiasme, leur loyauté, tant par rapport à l'entreprise que dans le travail. C'est vrai que chez les seniors, par rapport au rapport à l'entreprise, ils manifestent souvent un engagement et une fidélité qui les conduit d'ailleurs à rester plus longtemps dans l'entreprise. La moitié des cadres seniors interrogés ont en effet 20 ans d'ancienneté ou plus dans leur entreprise actuelle. Et donc, c'est vrai que par rapport à cet engagement dans l'entreprise, d'ailleurs, il y a des taux de départ qui sont nettement moins, quand ils sont choisis, les démissions des entreprises sont nettement moins importantes chez les cadres seniors que chez des profils plus jeunes. Donc, ils ont un sentiment d'appartenance plus fort souvent à l'entreprise. Ils sont reconnus aussi pour jouer effectivement un rôle, comme je vous disais, entre le management et les salariés. Ils peuvent être parfois perçus dans l'exemple qui est cité là comme une figure paternelle. Je sais que je peux parler des soucis que je peux avoir, ils vont me conseiller. Ils sont de plus très gentils, ils peuvent être bienveillants, effectivement. Je n'aurais pas peur de leur dire des difficultés que j'ai. Alors que des personnes de l'âge de mon manager ou un peu moins, en tant que femme en plus, j'aurais plus tendance à faire comme si je n'avais jamais eu de problème. Et pareil avec les personnes de mon âge. J'essaie de prouver que j'ai une légitimité. Donc ça, c'était un collègue de cadre senior. Donc ce sont des personnes vers lesquelles on peut, en qui on a confiance et à qui on peut avoir confiance pour confier ses difficultés et peut-être trouver des solutions, savoir comment gérer des situations qui peuvent parfois peut-être être compliquées en termes d'intégration dans une équipe. Voilà, donc les cadres seniors sont vraiment moins volatiles que les jeunes, ils sont impliqués, ils ont moins de contraintes aussi, plus de disponibilité et ce sont souvent des personnes appréciées parce qu'on peut se reposer sur elles.
Ça peut représenter par exemple aussi des avantages en période de congé, de disponibilité le soir. Voilà, donc ils sont perçus comme fiables et fidèles à l'entreprise. Donc n'hésitez pas, on pourra revenir sur ces points si vous avez des questions dans le chat. Alors ça, c'est effectivement le côté positif. Après, quand on est senior, soi-même, on peut vivre les choses, même si nous sommes, nous sommes reconnus en tant que seniors peut-être pour toutes ces qualités. Les freins, on peut ressentir effectivement des freins et craindre des stéréotypes sur les seniors. Stéréotypes qu'on ne peut pas nier et qui effectivement parfois peuvent exister. Donc, du côté des seniors, dans un premier temps, il est parfois difficile de faire le deuil de son emploi précédent. Donc, parfois, on n'arrive pas à... En plus, tout dépend de la façon dont on le perd. Hein, si l'emploi précédent, si c'était une perte d'emploi subie ou choisie. Donc, pour les seniors, c'est assez souvent une perte d'emploi subie. Et donc, pas forcément anticipée. Hein. Parfois, les procédures de licenciement peuvent être brutales. Et parfois même très inattendu. Hein, je le constate au quotidien avec les cadres que je peux recevoir dans mon bureau. Donc, dans ce cas, effectivement, le deuil de l'emploi perdu est plus difficile à faire. Et d'autant plus si, en fonction de son âge, on a des difficultés à retourner à l'emploi. Donc là, effectivement, on peut se faire accompagner pour peut-être essayer malgré tout de tourner la page sur ces expériences et ces ruptures qui sont souvent difficiles à vivre et redéfinir un nouveau projet professionnel clair. Donc ça, c'est un point important. Mais c'est parfois difficile, effectivement, si on reste tourné vers le passé, de se projeter vers l'avenir et de se projeter à nouveau professionnellement. On peut avoir aussi des besoins personnels et professionnels qui évoluent. On peut, si on a beaucoup bougé, ne plus avoir envie de bouger. Donc, il faut, c'est important en tout cas, à un moment donné, de prendre le temps de se poser quand on quitte un emploi en situation de difficulté et de faire vraiment le point sur ce qui est important pour vous demain et comment pouvoir se projeter à nouveau vers l'avenir et la suite de votre évolution professionnelle. Et puis, c'est parfois aussi pour les seniors de démontrer et d'argumenter ses compétences malgré son expérience. Il y a beaucoup de choses finalement qu'on a acquis tout au long de sa vie professionnelle. Et là aussi, je constate régulièrement auprès des cadres que j'accompagne, il est parfois difficile d'argumenter ses compétences. Il y a beaucoup de choses que les cadres font qu'ils ne pensent pas forcément à mettre en valeur. C'est d'autant plus vrai quand on a peu changé parfois d'entreprise, qu'on ne s'est pas à nouveau trouvé en situation, par exemple, de recherche d'emploi, qu'on n'a pas eu à refaire le point sur son parcours, à argumenter, par exemple, d'entretien de recrutement quand on change de poste et d'entreprise sur ses compétences. Donc, les cadres seniors ont vraiment parfois des difficultés à mettre en avant ces compétences et surtout à différencier leurs compétences en fonction des environnements de travail dans lesquels ils ont évolué, en fonction des contextes dans lesquels ils ont évolué. Donc, dans ce cadre-là, c'est ce qui peut vous différencier à compétences égales d'un autre candidat, par exemple, plus junior. C'est de répondre à la question à quel type de besoin je peux répondre et se positionner en tant qu'offreur de services en s'appuyant sur vos points d'appui, notamment en termes de compétences, qu'il faut savoir argumenter en fonction, comme je le disais, peut-être des enjeux aussi des missions que vous avez eues, des enjeux des entreprises, la capacité à conduire le changement, les changements d'organisation, la mise en place d'un nouveau site, d'un nouveau système d'information. Donc, les éléments de contexte de travail dans lesquels vous avez pu évoluer sont importants à mettre en avant pour donner du relief à ces compétences, à vos compétences. Alors, de leur côté, effectivement, alors après, c'est vrai que on anime à l'APEC des ateliers sur les seniors et selon les personnes, en fait, parfois certains se sentent seniors à 50 ans,
ou à 55 ans, et d'autres ne se sentent pas seniors en fait. Ils sont confrontés parfois au regard des recruteurs qui, eux, effectivement, peuvent les percevoir comme seniors. Alors, selon les types de postes que l'on vise, et parfois, le fait d'être senior, d'être expérimenté dans un métier peut être réconfortant et rassurant pour un recruteur. Hein. Mais voilà, néanmoins, les recruteurs peuvent avoir des représentations sur les seniors, donc notamment par rapport à la rémunération. C'est souvent un frein. Hein, alors, ça peut être un frein côté senior quand on est à la recherche d'un emploi, parce qu'effectivement, peut-être la rémunération proposée dans un poste n'est pas à la hauteur de ce que l'on attend. Mais parfois, les recruteurs se disent non, mais il y a aussi des seniors qui sont prêts à faire des concessions sur les rémunérations, qui peuvent avoir également de leur côté une vision erronée de ce que peut gagner la personne au regard de son expérience et des environnements de travail dans lesquels elles ont évolué. Hein. Parfois même, quand je reçois des cadres qui me font part de leur rémunération, parfois au regard de leur réalisation, et par rapport au marché, on peut penser, dans certains cas, on peut constater un décalage. Donc, en tout cas, par rapport à ces salaires plus élevés, les recruteurs peuvent se dire d'emblée, si la personne est expérimentée, forcément, elle va me coûter cher, trop cher. Donc là, s'il faut effectivement savoir, c'est avoir des repères, mais on verra tout à l'heure, sur quels sont les salaires pratiqués sur tel ou tel type de poste. Et notamment, nous avons sur le site de l'APEC un simulateur de salaire qui peut vous donner des repères sur les rémunérations pratiquées. Et la rémunération aussi, c'est le premier levier sur lesquels les entreprises sont prêtes à faire des concessions face aux difficultés de recrutement qui sont souvent mises en avant par les entreprises. Eh bien, si elles ont des difficultés de recrutement, notamment, eh bien, un des critères sur lequel elles peuvent jouer, c'est la rémunération. Même si elles ne vont pas faire passer un salaire du simple au double, mais elles sont souvent prêtes à faire des concessions en proposant un salaire plus élevé. Elles vont aussi, par exemple, faire des concessions en recrutant un cadre plus expérimenté par rapport au nombre d'années d'expérience qu'elles souhaitaient. Donc, ils peuvent aussi avoir des représentations par rapport au diplôme, qui va être plus valorisé que l'expérience. Toujours face à ces difficultés de recrutement des entreprises, les recruteurs donc, vont... le diplôme, c'est le point sur lequel elles dérogent le moins, en fait. Hein. Donc, il y a un peu plus de 33% des entreprises qui sont prêtes à faire des concessions sur le niveau de diplôme recherché. Ça, c'est quel que soit l'âge, le niveau et le type de diplôme recherché. Autre représentation, mais on va les voir plus loin, c'est le manque de flexibilité. Donc, on peut penser que les seniors auront plus de mal à s'adapter face aux évolutions du monde de l'entreprise, qui vont faire preuve de moins d'adaptabilité et d'acculturation rapide. Là, je peux vous citer l'exemple d'un cadre que j'ai accompagné qui était dans le secteur bancaire et qui s'était lancé dans la création d'une entreprise dans le domaine du bien-être pendant une quinzaine d'années. Elle a dû changer de département, elle a recherché un emploi dans une banque et vraiment, elle a senti de la part des recruteurs peut-être cette difficulté par rapport au manque de flexibilité, d'adaptation par rapport à un manque de flexibilité, étant donné qu'elle avait travaillé dans un autre domaine. Le métier dans le secteur bancaire, selon le recruteur, avait beaucoup évolué. Et puis, elle a pu sentir des freins aussi par rapport au point suivant, à savoir est-ce qu'elle allait pouvoir à nouveau bien maîtriser les outils informatiques, sachant qu'elle n'avait pas travaillé depuis 15 ans dans le secteur bancaire. Or là, je viens d'avoir des nouvelles de sa part d'ailleurs, elle a finalement trouvé un CDD dans une banque. Voilà, et tout se passe très bien pour elle. Donc, c'est vrai qu'elle a participé à elle avait, dans certains cas, en tout cas, travaillé sur l'argumentation de ses compétences, de sa capacité à s'adapter, en étant consciente de ses freins côté recruteur. Elle a participé à l'atelier de l'APEC qui s'appelle « Valoriser les atouts de votre expérience senior » et clairement, ça l'avait aidé à développer son argumentaire en entretien. Et tout se passe bien pour elle aujourd'hui dans son poste. Donc, voilà, les seniors ne sont pas forcément moins à l'aise avec les outils informatiques aujourd'hui et peuvent tout à fait faire preuve de flexibilité, mais ça peut être effectivement une représentation côté recruteur.
Pardon, moi je change. Donc, nous allons passer maintenant au levier, donc pour dépasser ses freins. Mais peut-être avant de passer au levier, on pourrait peut-être faire un point sur les... Faire un point maintenant, s'il y a eu des questions ou des remarques peut-être par rapport à toutes ces représentations. Je suis avec Alexandrine, voilà, qui est notre modératrice aujourd'hui dans le chat. Est-ce qu'il y a eu des questions, Alexandrine, ou des remarques sur les points que j'ai pu évoquer? Oui, une remarque sur effectivement quoi faire des statistiques données dans les études. Et la réponse effectivement qui a été apportée, c'était de pouvoir s'en servir pour mettre en avant les bons éléments, les bons arguments vis-à-vis des recruteurs. Une autre remarque qui était comment cacher mon âge. Bon, c'est pas l'idée de cacher son âge, au contraire, c'est plutôt de l'assumer, de valoriser son expérience. Donc voilà, aujourd'hui, les remarques, effectivement, sur le chat tournent plutôt autour de ces questions-là, et c'est plutôt des remarques sur tes propos. D'accord. Mais justement, sur comment faire, on va y arriver, puisque sur quel levier mobiliser pour dépasser ces freins, effectivement, on va voir effectivement que le fait d'être accompagné, en tout cas, ça permet vraiment souvent de ne pas rester seul face à ces difficultés qu'on peut trouver quand on est senior et qu'on recherche un emploi. Eh bien, ça peut déjà évoquer tout ce que j'ai pu vous préciser là. Ça permet déjà d'en être conscient, de préparer son argumentaire et d'aller au-devant des freins que peuvent avoir les recruteurs, comme je vous précisais à travers mon exemple, en se préparant bien à argumenter. Je pense aussi à un cadre qui était dans le responsable d'établissement dans le médico-social. Il avait beaucoup d'entretiens, mais il n'arrivait pas à transformer en shortlist. Donc, à un moment donné, si vous avez des entretiens, c'est que malgré votre âge qui peut apparaître sur votre CV, que vous l'affichez ou pas, à travers un date l'historique de votre expérience professionnelle, vos premiers diplômes avec la rubrique formation sur un CV, si le recruteur vous contacte à un moment donné, c'est qu'il se dit pourquoi pas recruter un profil expérimenté. Donc après, effectivement, il faut savoir se différencier, comme je disais tout à l'heure, à compétences égales, d'une personne qui serait moins expérimentée, et donc de valoriser ses atouts. Et finalement, en retravaillant l'entretien, assez rapidement, ça a été un déclic chez lui dans son argumentaire. Hein. C'est-à-dire qu'au-delà d'argumenter sur ses compétences, il faut argumenter aussi sur qui on est, sur notre valeur ajoutée. Et votre valeur ajoutée, elle vient de votre expérience et de votre capacité à répondre à un besoin, et ça, d'ailleurs, ça peut être valable aussi pour des cadres moins expérimentés, hein, mais à se dire à quel type de besoin je peux répondre, dans quel contexte j'ai pu mettre en œuvre ces compétences. Et ça, souvent, on oublie de le valoriser également. Donc, de parler de l'environnement de travail, de l'entreprise. Et souvent, en entretien, d'ailleurs, quel que soit l'âge, je constate régulièrement, on a tendance à rester focalisé sur l'argumentaire de mes compétences. Et on oublie un peu de préciser l'environnement dans lequel on a pu les mettre en œuvre. C'est un peu comme vous quand vous lisez une offre. Hein, si vous n'avez pas d'éléments sur l'entreprise parce que l'offre est confidentielle, c'est plus difficile pour vous de vous projeter, même si les compétences sont claires. C'est toujours plus facile de se projeter quand on sait dans quel type d'environnement ou à quel type de problématique, dans quel contexte on va devoir mettre en œuvre ces compétences. Alors, quel levier mobiliser pour dépasser ces freins? Eh bien, tout d'abord, il faut développer sa connaissance du marché du travail aussi afin d'affiner son projet professionnel. Donc, le premier point, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est se positionner en termes de salaire. Donc, pour se positionner en termes de salaire, parfois les salaires sont affichés dans les offres, mais vous avez aussi sur le site de l'APEC, dans la rubrique tous nos outils, vous avez des simulateurs de salaire. Voilà. Si vous êtes cadre, ça peut vous intéresser.
Sur le site de Pôle emploi, souvent les salaires sont également affichés dans les offres. Donc, en tout cas, être au clair sur connaître les pratiques de rémunération en fonction de votre expérience, de votre niveau de diplôme, du secteur aussi, parce que parfois, pour une même fonction, un même métier, donc il peut y avoir des écarts de salaire en fonction du secteur dans lequel on se positionne. Ça peut être aussi en fonction du type d'organisation. Est-ce que c'est une TPE, PME? Est-ce que c'est un groupe international? Voilà, donc tous ces critères-là sont pris en compte, en tout cas dans notre simulateur de salaire à l'APEC. Vous pouvez aussi, pour affiner son projet professionnel, c'est connaître les besoins des entreprises, donc bien identifier les besoins en compétences des entreprises. C'est pas sympa, simplement partir de soi, et se dire, bien voilà, je vais communiquer sur ce que je sais faire et je serai forcément visible des entreprises. C'est plus facile si on cible et qu'on a une vision claire de ce que les entreprises attendent. Il y a peut-être des compétences, des besoins en compétences qui évoluent. Donc, par exemple, à l'APEC, parmi les dernières études, il y a une étude sur l'impact de la transition écologique et énergétique dans l'évolution des métiers. Et donc, il y a beaucoup de... Alors, il y a des métiers purement verts, mais il y a aussi des métiers verdissants où les compétences, notamment, par exemple, liées à des compétences environnementales, vont avoir un impact sur vont déjà ou vont avoir, pour certains métiers, un impact sur l'ensemble des métiers et dans l'ensemble des secteurs d'activité. Donc, ça peut être, par exemple, pour une personne qui travaille dans les ressources humaines, un atout différenciant et supplémentaire d'avoir des compétences en RSE, par exemple. Donc, identifier les besoins en compétences des entreprises et l'évolution de ces besoins en compétences. Demain, très certainement aussi, il peut y avoir aussi des évolutions des besoins en compétences. Ce n'est pas forcément un cœur de métier, mais par rapport à l'évolution des métiers et tout ce qui et l'impact de l'intelligence artificielle dans l'évolution des métiers. Donc, c'est rester en veille sur ces besoins en compétences et l'évolution de ces compétences. Et donc, par exemple, en période de recherche, peut-être décider de refaire parfois une formation complémentaire pour combler ces besoins en compétences. On peut aussi donc connaître son marché du travail afin d'affiner son projet. C'est aussi savoir identifier les entreprises qui recrutent. Alors, comment identifier les entreprises qui recrutent? Sur le site de l'APEC et sur beaucoup de sites, vous avez sur Pôle emploi la bonne boîte, sur le site de l'APEC un petit outil qui s'appelle DataCadre. Voilà, et puis vous pouvez faire aussi de la veille à travers les offres. Donc, tout ça, ce sont des outils qui permettent d'identifier quelles entreprises recrutent. Même si parfois, effectivement, il faut savoir que pour les entreprises qui recrutent, un emploi cadre sur 2 est dans une TPE-PME. Et alors souvent, on identifie bien les grosses entreprises sur un territoire donné qui recrutent, on identifie bien les gros acteurs qui recrutent de façon régulière. Mais ça veut dire que si un cadre sur 2 travaille dans une TPE-PME, ce sont aussi des entreprises qui représentent, alors qui sont moins visibles, parce qu'elles vont recruter de façon souvent plus ponctuelle, pour la plupart d'entre elles, et c'est souvent plus difficile de les identifier. Donc il faut essayer, effectivement, en fonction des territoires sur lesquels vous êtes, essayer de trouver le bon repère en termes de veille sur le marché de l'emploi et de veille sur les entreprises qui ont des projets d'extension, de développement, d'activité et autres. Et puis, donc, plus on a une connaissance du marché précise, plus on peut mettre en avant ses points forts et identifier ses atouts pour ces entreprises, donc ses atouts en termes de compétences, de connaissances d'un secteur d'activité aussi. Donc, ça permet d'identifier ses atouts, mais peut-être aussi parfois, peut-être d'identifier ses axes d'amélioration, même si ce n'est pas précisé ici. On peut par exemple, essayer de définir si j'ai besoin de reprendre une formation complémentaire ou pas. Donc, une formation complémentaire qui peut permettre d'acquérir soit des compétences, soit des compétences, soit effectivement, par rapport aux pratiques de recrutement
des entreprises. Si je suis autodidacte, il faut peut-être que j'envisage, par exemple, de faire une validation des acquis et de l'expérience. Donc, autre levier pour dépasser ces freins, c'est désamorcer les préjugés sur l'âge et adopter une posture d'offre de services aux entreprises. Donc, mettre en avant et valoriser les compétences et qualités acquises avec l'expérience et des exemples concrets de réalisation. Donc là, c'est effectivement penser à illustrer, à donner des exemples, à bien mettre en avant aussi les environnements de travail dans lesquels vous allez travailler, quelle était la finalité de votre fonction pour l'entreprise. Donc remonter d'un cran, je parle souvent d'un entonnoir, où je précise le cadre, le contexte. Voilà dans ce cadre-là ce que j'ai fait. Donc souvent, on peut avoir tendance à décrire ces missions de façon un petit peu générique, mais par exemple, ce que vous avez pu mettre, exercer dans une compétence, par exemple, managériale, même si voilà, j'ai managé une équipe de tant de personnes, quels étaient les profils, etc. Dans ce cadre-là, j'ai organisé l'activité, j'ai contribué au développement des compétences des collaborateurs de mon équipe. Je fais des entretiens annuels, des entretiens de recrutement, des sous-domaines de compétences liés au management, mais effectivement, ça va prendre plus de relief si on comprend dans quel contexte était votre entreprise. Voilà. Est-ce que c'était un contexte par exemple, un contexte de réorganisation, de changement, ça, c'est des contextes à mettre en avant. Et puis, pour désamorcer aussi les préjugés sur l'âge et adopter une posture d'offreur de service. La posture d'offreur de service, c'est à quel type de besoin je peux répondre, quel type de problématique je peux gérer, et voilà quelle est ma valeur ajoutée pour répondre à ce type de besoin. Il faut presque se mettre dans la posture d'un consultant qui proposerait ses services à une entreprise, donc il ne va pas forcément partir de ses compétences, il va vraiment partir de la compréhension du besoin d'entreprise et de la solution qu'il va pouvoir lui apporter. Donc, faire ce travail-là, ça permet effectivement aussi d'anticiper les doutes des recruteurs. Et anticiper les doutes de recruteurs, c'est aussi revenir sur les études de l'APEC, d'autres études sur les seniors. On parle beaucoup de l'emploi des seniors aujourd'hui, où on peut effectivement bien intégrer ces doutes, mais effectivement anticiper en développant un argumentaire pour répondre à ces doutes. Autre levier pour dépasser ces freins, constituer, entretenir et mobiliser son réseau. Donc, côté entreprise, lorsque les entreprises recrutent, elles utilisent différents canaux de recrutement, notamment les offres d'emploi, mais elles citent le réseau de contact du recruteur comme deuxième canal de recrutement. Donc là, quand je parle du réseau, je ne parle pas forcément des réseaux sociaux, même si les réseaux sociaux sont un très bon outil pour mener à bien, pour développer son réseau, entretenir et mobiliser son réseau. On peut facilement retrouver peut-être d'anciens collègues dont on a de l'expérience, qu'on a perdu de vue via les réseaux sociaux professionnels. Donc, peut-être il peut être intéressant de les remobiliser, de prendre contact avec eux. Voilà, donc constituer, entretenir et mobiliser son réseau. Donc, on peut penser à son réseau d'appartenance passé, donc par exemple vos anciens collègues, qui peuvent eux-mêmes avoir changé d'entreprise, peut-être vous informer sur des opportunités au sein d'une entreprise, ou peut-être si vous changez de métier, c'est un métier qui vous intéresserait, donc ça peut, vous pouvez aussi les considérer comme des personnes ressources qui vous apporter de l'information, ou tout simplement, peut-être plus facilement, vous permettre d'identifier des besoins non visibles dans un premier temps sur le marché d'entreprises voilà, qui pourraient avoir besoin de vos compétences. Donc, entretenir, alors je parlais, excusez-moi, du réseau d'appartenance passé, mais aussi se projeter professionnellement, ça veut dire, si on est dans la continuité, ça peut être le même type de réseau, mais se projeter professionnellement, ça veut aussi dire comprendre, essayer de se projeter, se dire auprès de qui j'ai besoin de me rendre visible. Donc ça peut être effectivement développer mon réseau. Si par exemple je change de région,
de région. Si je suis dans le cadre d'une mobilité géographique dans une autre région, je vais avoir besoin peut-être de développer, de constituer, ça j'entends souvent, par exemple ici, je suis au Mans, dans la Sarthe, on a un certain nombre de cadres, par exemple d'Île-de-France, qui sont venus s'installer dans la Sarthe, parce qu'on n'était pas trop loin de l'Île-de-France, et qui ont besoin de mieux connaître et de se constituer un réseau localement. Donc ça c'est un point important, c'est en tout cas le deuxième canal cité par les entreprises, deuxième canal de recrutement. Être flexible, autre point sur ces critères de recherche d'emploi, être disposé à faire des concessions. Alors, les études de l'APEC montrent que les cadres seniors, d'ailleurs, sont souvent prêts à faire des concessions sur leur recherche d'emploi. Donc, ça peut être des concessions sur le niveau de responsabilité. Alors là, parfois, le cadre lui-même, enfin, le cadre expérimenté lui-même est souvent prêt à faire des concessions sur son niveau de responsabilité. C'est parfois pour autant difficile de convaincre parfois les entreprises parce qu'elles vont vous dire que vous êtes surdimensionné par rapport au poste et elles ont peut-être du mal à comprendre en termes de motivation pourquoi le poste proposé, qui a un niveau de responsabilité moindre, vous intéresserait. Donc, elles ne se posent pas des questions sur vos compétences, mais des questions sur votre motivation à obtenir un poste avec moins de responsabilité. Donc, vous pouvez très souvent, peut-être pour certains d'entre vous, entendre vous êtes surdimensionné pour le poste. Donc, le frein, il n'est pas forcément lié à la rémunération. Ça peut être aussi ça qui se croise avec. Mais voilà, est-ce que vous allez peut-être vous ennuyer dans notre poste? Je pensais à un cas, par exemple, qui allait travailler, ou dans notre environnement de travail aussi. Si vous avez travaillé dans des grands groupes internationaux, vous avez beaucoup de déplacements, et j'entends des cadres, par exemple, qui arrivent ici, qui seraient prêts à travailler dans des PME, on peut se dire, mais dans un environnement tel que le nôtre, vous allez vous ennuyer, en fait. Voilà, donc il faut, dans ce cas-là, bien anticiper sur peut-être les freins que pourra avoir le recruteur par rapport au niveau de responsabilité et bien argumenter sur vos motivations. Donc les cadres peuvent être aussi disposés à faire des concessions sur leur temps de travail, sur le salaire. Alors il faut savoir que d'ailleurs quand on fait des concessions sur le salaire, si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez avoir un complément de rémunération. Il y a un système de cumul salaire-allocation de retour à l'emploi. Il faut aller voir sur le site de Pôle emploi ou de l'UNIDIC où il y a des petites vidéos qui expliquent très bien cette possibilité de cumul et qui prolongent d'autant vos droits. Donc, pour arriver à un niveau qui va au-delà de l'allocation de retour à l'emploi et qui se rapproche du salaire brut journalier de référence. Donc, ça peut être aussi des concessions par rapport à la localisation géographique, au type de contrat. Je souhaite avant tout un CDI, mais finalement, peut-être que je vais être amené à travailler en CDD, et puis être ouvert au secteur d'activité. Donc, autre levier pour dépasser ces freins, c'est être ouvert aux différentes formes d'emploi. Alors, effectivement, on pense souvent au contrat classique, donc CDI, CDD. Mais ça peut être aussi le travail temporaire. Les agences de travail temporaire peuvent proposer, d'ailleurs, ça peut être un prix d'entrée parfois les missions peuvent être longues et puis ça peut être une forme de pied, ça peut permettre parfois de faire un premier pas au sein d'une entreprise, en vue pourquoi pas d'un recrutement. Une autre forme d'alternative d'activité, c'est le portage salarial. Donc là, il s'agit effectivement de se mettre dans la posture d'un consultant et il y a une convention tripartite entre l'entreprise de portage salarial, l'entreprise à laquelle vous allez apporter votre service et vous-même. Donc, vous restez salarié dans une posture de consultant. Ça peut être aussi pour les managers, surtout le cadre de direction, le management de transition, où là, vous allez avoir une mission, alors ça peut être avec un statut de portage salarial d'ailleurs, vous allez avoir une mission de management de transition au sein d'une entreprise. Et puis, certains pensent aussi à la création ou à la reprise d'entreprise. Donc à l'APEC, d'ailleurs, nous proposons des ateliers un web atelier qui s'appelle les formes alternatives d'activité, où on présente toutes ces formes alternatives d'activité. On ne parle pas du CDI ou du CDD, mais du portage salarial, du management de transition
et des différentes formes de création d'entreprise. Ensuite, vous pouvez aussi bénéficier du conseil en évolution professionnelle. Donc, le conseil en évolution professionnelle qui permet d'être accompagné et qui permet d'utiliser efficacement ces différents leviers. Donc, on peut travailler sous différents angles, hein, donc les différents leviers. Donc, ça peut être déjà mieux argumenter sur ses compétences, les identifier, apprendre à les valoriser et les argumenter. Donc, par exemple, avec l'atelier valoriser les atouts de son expérience senior. On peut définir et tester son projet professionnel. Donc, pour ça, il y a notamment quand on est en changement de voie, ça peut être, alors, définir son projet, donc ça peut aller en amont. Hein, on part déjà de soi et de ses besoins personnels et professionnels, de ses centres d'intérêt, de ses motivations, ses valeurs, de ses compétences. Parfois on cherche à changer totalement, à se réorienter totalement. Donc on fait d'abord un point sur soi et on peut aussi tester, après quand on est définir de nouvelles pistes d'évolution professionnelle. Donc dans ce cadre-là, ce qu'il est important de faire, c'est de tester son projet professionnel. Alors tester son projet professionnel, c'est au regard du projet que j'envisage. Déjà, c'est bien connaître le marché, donc on vient à un point que j'ai déjà évoqué. Et puis tester plus concrètement son projet professionnel, c'est définir si, par exemple, faire des enquêtes métiers auprès d'autres professionnels. Donc, c'est aussi, pourquoi pas, faire une immersion professionnelle. Donc, il y a la possibilité de faire des immersions professionnelles, donc soit sur, vous pouvez retrouver un lien vers le site de l'immersion professionnelle sur le, si vous mettez immersion professionnelle, il y a un site qui permet d'identifier peut-être des entreprises qui pourraient être accueillantes, qui présentent ce dispositif et qui permet d'identifier des entreprises accueillantes, mais c'est souvent à travers une enquête métier qu'on peut identifier des entreprises accueillantes. Voilà, vous renseignez sur un métier, etc. et vous définissez si s'il y a la possibilité de découvrir l'entreprise. Donc l'immersion professionnelle, ça peut durer 8 à 15 jours, éventuellement ça peut aller jusqu'à 30 jours, et vous découvrez un nouveau métier, un nouveau secteur d'activité, ce qui vous permet voilà, de valider votre intérêt pour ce projet. Parfois, ça peut être un bon levier. Là, j'ai accompagné des cadres qui se réorientaient. Elles ont fait une immersion. Il y avait une responsable ressources humaines qui voulait s'orienter vers le métier d'économiste de la construction. Elle a fait une immersion professionnelle et finalement, elle avait défini un projet de formation et cette immersion lui a permis de trouver un contrat de qualification en parallèle, dans le cadre de sa formation au sein de cette entreprise. Voilà, donc il faut aussi donc, analyser et se confronter au marché du travail, hein, comme je vous le disais tout de suite. Maîtriser les outils et les techniques de recherche d'emploi. Donc, c'est être conscient aussi des différents canaux et entreprises utilisés par les recruteurs. Les entreprises utilisent différents canaux de recrutement. J'ai parlé du réseau en général tout à l'heure et un petit peu des réseaux sociaux professionnels, mais notamment savoir maîtriser les réseaux sociaux professionnels qui sont le troisième canal de recrutement utilisé par les entreprises, hein, donc soit pour diffuser des offres, soit pour faire du sourcing, aller chercher des candidats sur ces réseaux sociaux professionnels. Donc, eh bien, ça veut dire qu'il faut être à l'aise avec ces réseaux sociaux professionnels pour minimum rester en veille sur les offres, se rendre visible des recruteurs, se rendre visible aussi des recruteurs à travers les CV Tech. Hein, donc, pour l'APEC, on va parler vous pouvez publier votre profil sur le site de l'APEC et vous rendre visible les recruteurs. Vous pouvez aussi publier votre profil de compétences sur Pôle emploi et sur tous les job boards présents sur le marché. Mais également, effectivement, sur les réseaux sociaux professionnels. Et puis, autre point, effectivement, entretenir son employabilité. Donc, ça veut dire qu'à travers le conseil en évolution professionnelle, on peut aussi vous apporter, vous aider à avoir cette vision marché, à mieux connaître les attentes et les besoins des recruteurs, à anticiper sur l'évolution des métiers.
et avoir des repères pour vous permettre de vous-même aller chercher aussi l'information, mais en tout cas vous alerter sur l'évolution des métiers et donc entretenir son employabilité, ça veut dire effectivement définir par exemple si je dois reprendre une formation ou si je me rends compte que mon niveau de diplôme, si je suis autodidacte, effectivement, n'est pas suffisant et est un vrai frein à ma recherche, et bien pourquoi pas d'envisager une VAE ou la reprise d'une formation diplômante. Voilà. Donc, on peut vous accompagner aussi dans la mise en œuvre d'un parcours de formation et vous éclairer, que vous soyez en activité ou pas d'ailleurs, hein, parce que là, j'ai parlé des demandeurs d'emploi, mais même quand vous êtes en activité, vous pouvez bien sûr bénéficier du conseil en évolution professionnelle, que vous soyez en activité ou demandeur d'emploi. Donc, si vous êtes cadre en activité, vous adressez à l'APEC. Sinon, sur le site moncep.org, vous pouvez retrouver l'opérateur de compétences pour les non-cadres et faire appel au CEP par ce canal-là. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez aussi faire appel à Pôle emploi. Et voilà, pour les plus jeunes, vous pouvez aussi vous tourner vers l'émission locale, ou si vous êtes en situation de handicap, et effectivement, il y a tout le réseau des Cap Emploi. Donc, il y a différents acteurs autour du conseil en évolution professionnelle. Ça se déroule comment? Sur un ou plusieurs rendez-vous, en fonction de votre besoin. On peut vous proposer des services individuels et ou collectifs, en tout cas un accompagnement personnalisé. Voilà, et j'ai oublié de vous rappeler aussi que c'est un service effectivement gratuit. Voilà. Donc en tout cas, vraiment se faire accompagner, et il n'est pas rare que je vois des personnes qui parfois attendent en fait en se disant je vais y arriver tout seul, etc. Et puis finalement se disent j'aurais peut-être dû venir plus tôt. Y compris parfois quand on est en activité, peut-être qu'on n'a pas forcément connaissance de ce CEP qui est gratuit, mais il faut en tout cas parfois anticiper. Voilà, plus on anticipe, quand on a l'activité, parfois peut-être avant de démissionner, il y a certains accès par exemple aussi au dispositif démissionnaire pour un projet de création d'entreprise ou de reprise de formation qui peuvent être aussi peuvent aussi amener à des changements d'activité quand on n'est plus bien dans son entreprise et qu'on a envie de changer. Donc tout ça, ça peut, voilà, ça s'accompagne dans le cadre du CEP. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai pu vous dire. Je suis à peu près dans les temps, il est 52, donc il nous reste 5 bonnes minutes pour répondre aux questions. Une question vient d'arriver. Est-ce que le CEP peut se faire sur le temps de travail? Alors, est-ce que le CEP peut se faire sur le temps de travail? L'entreprise, sauf si vous mettez d'accord avec l'entreprise, généralement, faire appel au CEP, même si on en parle, que les entreprises sont censées d'ailleurs vous en parler dans le cadre de votre entretien d'évolution. L'entretien, je cherche le mot. C'est pas l'entretien annuel. Voilà, l'entretien annuel. Il faut bien sûr l'accord de l'employeur, mais généralement les cadres qui font appel au CEP, pour la plupart de ceux que je reçois, les cadres ou les non-cadres d'ailleurs, qui sont en activité, le font sans en parler à leur entreprise. Mais ça peut être après, voilà, il n'est pas rare non plus il arrive parfois aussi que les entreprises, que des cadres me disent, mais c'est mon entreprise qui m'envoie, mais bon, généralement les cadres le font la plupart du temps hors temps de travail. Alors après, comment ça se déroule concrètement, hein, vous avez un premier rendez-vous qui permet de faire un diagnostic de votre situation, de vos besoins. Si vraiment vous êtes dans le flou par rapport à une orientation professionnelle, eh bien, on va plutôt vous proposer de faire un bilan de compétences. Et sinon, on peut vous proposer, selon votre besoin, si un besoin de formation, ça peut se dérouler selon l'avancement de votre réflexion sur la formation, sur 2 à 3 rendez-vous étalés sur une période répartie sur une période de 3 mois. Voilà. Mais si c'est pour un projet de reconversion, il n'ira pas aussi loin en temps
que dans le cadre d'un bilan de compétences classique, mais on peut déjà vous donner quelques pistes et vous permettre de projeter sur les étapes aussi après le bilan, comme notamment, pourquoi pas, revenir vers votre conseil en évolution professionnelle pour avoir une convention, y compris lorsque vous êtes en activité d'immersion professionnelle, par exemple. Ou au moment où vous aurez fini votre bilan et votre projet est clair, peut-être affiner votre projet de formation ou à nouveau vous rendre visible sur le marché de l'emploi cadre et améliorer tout ce qui concerne vos techniques de recherche d'emploi ou avoir une vision plus précise du marché, par exemple. Il y avait une question sur la définition du management de transition. Qu'est-ce que c'est? Alors, le management de transition, on intervient concrètement au sein d'une... Alors, il y a des sociétés de conseil spécialisées en management de transition, ça peut être aussi des entreprises de portage salarial, et on assure une mission de conseil sur une durée déterminée, en général sur des périodes quand même de 6 mois à 1 an, où on remplace concrètement une personne dans l'entreprise. Alors, le contexte du remplacement peut se faire dans différentes... justement, c'est là effectivement que l'expérience d'un senior peut être appréciée dans des contextes souvent un petit peu... on va attendre une valeur ajoutée, c'est-à-dire que non seulement la personne, enfin, ça s'adresse à des managers, hein, donc vous allez remplacer par exemple un directeur administratif et financier ou un directeur industriel, et peut-être on attendra de vous effectivement d'avoir une certaine hauteur de vue et de bien comprendre. Justement, on parlait tout à l'heure des circuits, enfin, bien comprendre les rouages de l'entreprise, d'avoir justement une hauteur de vue qui va vous permettre de faire un diagnostic de la situation et d'avoir une vraie valeur ajoutée sur les actions à mettre en place pour soit développer une activité, soit pour améliorer l'organisation, contribuer à résoudre la difficulté financière d'une entreprise, mais on n'est pas dans une posture de conseil extérieur à l'entreprise, vous êtes dans l'entreprise, vous managez par exemple, si vous êtes manager de transition DAF, vous managez vraiment l'équipe et vous interagissez avec l'ensemble des services de l'entreprise et vous êtes généralement rattaché au comité à la direction générale, aux membres du comité de direction en tant que tel. Alors parfois, il faut aussi là savoir prendre un certain recul, puisque parfois les difficultés peuvent venir de la direction elle-même. Voilà. Une autre question encore sur le CEP, s'il était possible d'y accéder si on était basé à l'international. Est-ce qu'il est possible d'accéder au CEP si on est basé à l'international? Oui, bien sûr, parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais pour la plupart des acteurs du CEP, les services peuvent se faire en présentiel et ou à distance. D'ailleurs, les services à distance, enfin, parfois même pour des personnes qui n'ont pas un international, peuvent répondre aux besoins des personnes que nous accompagnons dans le cadre du CEP. Et suite à une question aussi qui a été posée hors chat, on vous a mis dans le chat justement des liens vers quelques aides à l'embauche, qui peuvent être aussi des leviers pour retrouver effectivement un emploi. Voilà, donc j'espère que vous avez bien entendu Alexandrine, et 58, donc ça va se couper automatiquement dans 2 minutes. En tout cas, n'hésitez pas à faire appel au conseil en évolution professionnelle si vous voulez en savoir plus. Vous allez certainement participer aussi peut-être dans le cadre de ces semaines de l'évolution professionnelle à d'autres webinaires. Voilà, donc j'espère que cet atelier vous a éclairé sur un certain nombre de points et je vous remercie pour votre attention. Voilà, et je vous souhaite une bonne continuité dans vos démarches. Au revoir, bonne journée à tous.